Bon mercredi, bienvenue à l'émission. Comme vous vous en rendez peut-être compte, je suis extrêmement grippé, donc si jamais je tousse pendant l'émission, je demande votre indulgence. Alors, écoutez, avant de commencer, j'aimerais faire une petite précision. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a fait une partie de l'émission qu'on a consacrée aux organismes de charité et Dominique Moret, qui est notre collaborateur, était allé chercher sur le site de Revenu Canada des chiffres assez percutants, montrant qu'il y avait plusieurs organismes de charité qui dépensaient beaucoup d'argent en masse salariale. Et on se posait la question, comment ça se fait que cet argent-là ne va pas directement aux démunis? Comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui sont payés par les organismes? Est-ce que c'est trop d'argent? Et à l'occasion, on avait parlé du bon Dieu dans la rue et on avait remarqué sur les chiffres fournis par l'organisme à Revenu Canada que l'organisme amassait 4 millions de dollars et consacrait 2 400 000 dollars à sa masse salariale, ce qui fait que c'est plus de 60 %. Donc, on se posait la question en disant 60 % de cet organisme qui va à la masse salariale, c'est beaucoup. Alors, on a reçu une lettre importante de l'organisme Le Bon Dieu dans la rue. Vous savez, on voit ici justement son fondateur, Pops, qui est très connu à Montréal. C'est un organisme qui vient en aide aux jeunes sans-abri. Alors, les gens du Bon Dieu dans la rue tiennent à nous dire que la masse salariale de l'organisme est bien de 60 %. Toutefois, la très grande majorité de ce montant représente les salaires non pas du personnel administratif, mais bien des intervenants, psychologues, infirmières et cuisiniers qui travaillent avec les jeunes et qui offrent des services auxquels sont destinés les dons de nos donateurs. Donc, on dit qu'il y a 65 employés à l'organisme, 55 employés qui travaillent directement sur le terrain avec les jeunes. Et on dit aussi, pour ce qui est du père Emmett Jones, connu sous le nom de Pops, il est désormais à la retraite, âgé de 84 ans. Notre fondateur a vécu toute sa vie dans la modestie et a fait vœu de pauvreté perpétuelle. Il n'a jamais eu de salaire comme on le laissait sous-entendre. Alors voilà, les rectifications sont faites. Alors, je suis très content que ça soit fait, c'est clair. Mais il faut quand même surveiller ça. Sur le site de Revenu Canada, si ça vous intéresse, vous pouvez taper le nom de l'organisme de charité auquel vous donnez et vous pouvez savoir justement combien de pourcentage va directement aux gens et à la masse salariale. Donc, la rectification est faite. Nous avons maintenant Robert Bernier, professeur à l'ENAP avec nous, va se joindre un peu plus tard, Joanne Marcotte, auteure et blogueuse. Monsieur Bernier, nous allons commencer l'émission en parlant du CUSUM. Alors là, moi, je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ça aujourd'hui. Alors, on parle d'un déficit annoncé qui frôlerait les 115 millions de dollars. Écoutez, un déficit anticipé, là, actuellement, il est au minimum de 61 millions, le déficit. Il va aller jusqu'à 115 millions. Mais moi, ce qui m'a vraiment jeté par terre, ce sont les heures. Alors, la croissance des heures de travail non justifiées depuis 2009, 888 000 heures qui ont été rémunérées, payées, sans aucune justification. Ça, on parle de 500, c'est l'équivalent de 500 personnes à temps plein pendant 3 ans qui ont été payées, puis ça n'a pas été autorisé. C'est hallucinant. Joanne Marcotte, bonjour. Bonjour. Oui. Comment qu'on a pu réussir à creuser un tel trou sans que personne le sache, Joanne? C'est la question de l'heure. Que font nos conseils d'administration? Bon, là, on lit que le directeur en question était du type à centraliser l'information. Monsieur, je fais tout et je ne dis rien. Mais il y a des limites. On a une bureaucratie au Québec qui est lourde, justement, pour surveiller les uns des autres. Donc, qu'a fait le conseil d'administration? Moi, je vais les voir à la TV aujourd'hui, ce monde-là. Oui. Hein? Où ils sont? L'agence de santé, qui a nommé cette personne-là? Donc, on entend... moi, je veux voir le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Couillard, Yves Bolduc, tous ces gens-là, comment justifier pareille chose? Comment justifier pareille chose? C'est ça. Parce que ce qui m'énerve le plus, c'est ce que je lis dans les journaux ce matin, écoutez bien, mais les responsables seront-ils identifiés et sanctionnés? Québec dit ne pas en avoir le pouvoir. Le CA doit régler cette situation-là. On refuse également d'identifier les coupables ou de parler de sanctions du côté du CUSUM. Coudon! Y a-t-il quelqu'un qui va être sanctionné au Québec à un moment donné? Non, c'est no fault. C'est la société no fault.
Jamais personne n'est responsable de rien. Robert Bernier, je reviens là-dessus, là, 888 000 d'heures de travail rémunéré sans justification. Là, je comprends qu'on va pointer du doigt M. Arthur Porter, qui était l'ancien boss du CUSUM, qui maintenant se la coule douce quelque part aux Antilles, puis ça a l'air qu'il est propriétaire d'un bar très sexy, très olé-olé, puis il y a bien du fun là-bas. Mais c'est pas rien que lui, là. Où étaient les gens du CA? Où étaient les gens du ministère de la Santé, M. Bernier? Écoutez, l'administration anglophone de la composante santé au Québec a toujours été assez centralisée, il faut le dire ici. Québec s'est très peu mêlé de leurs affaires. Jusqu'à un avenir, jusqu'à un passé tout à fait récent, tout allait pour le mieux. Mais il faut dire ici et revenir sur le Dr Porter, là. On ne peut pas minimiser le Dr Porter ici. Parce qu'il y a des rumeurs. Ce qu'on entend dire dans le milieu corporatif, là, ce sont des rumeurs, mais on va les prendre comme telles, c'est que tout le conseil d'administration, finalement, du CUSUM était en faveur que ce soit SNC-Lavalin qui soit le maître d'œuvre du projet. Mais là, semble-t-il que le Dr Porter, lui, serait retourné vers l'ancien président de SNC-Lavalin, M. Duhem. Il lui aurait dit, écoute, ça ne passe pas. Mais moi, je peux t'arranger ça. Mais ce qui cloche ici, c'est que si on avait eu les présidents précédents, là, Jacques Lamarre ou Guy Saint-Pierre, eux connaissaient tous les membres du conseil d'administration, ils auraient su par la bande que le CA était, si vous voulez, en faveur d'avoir SNC comme maître d'œuvre parce que c'est une firme montréalaise. Comment se fait-il que cela aurait pu se produire? Ce sont des rumeurs, mais c'est très inquiétant. Et c'est à ce moment-là, semble-t-il, que le paiement aurait été fait. Et quand le paiement a été fait, le Dr Porter a quitté le pays très rapidement pour les Bahamas. Bon, bien là, justement, revenons-en au Dr Porter. On dit que c'est un très mauvais administrateur, épouvantable. Comment ça qu'il y a eu cette job-là? Là, aujourd'hui, le salaire qui est mort de rire, mais voulez-vous me dire comment ça se fait, un projet aussi important que ça qu'on a donné au premier sauveur venu? Bien, il est arrivé, le type, c'était un type très enjoué, avec beaucoup de relations publiques. Écoutez, à tel point que le gouvernement Harper l'avait nommé président du comité de surveillance du Service canadien de renseignement de sécurité. Et puis, lui, il amène quelques semaines après ou quelques mois après Philippe Couillard comme membre du comité de surveillance. Donc, il faut voir ici que le type jouissait d'une certaine aura. Bien entendu, on le sait, fondamentalement, les médecins sont très bons en santé, mais comme gestionnaires, ils ne sont pas reconnus comme des gestionnaires. Et le Dr Porter s'est inscrit dans le sillon de cette tradition. Tout était centralisé, mais lui ne voyait rien, ne regardait rien. Mais en bout de piste, effectivement... Mais Joanne, il y a des gens, là, quand on lit, mettons, les gens qui se font flouer par des Vincent Lacroix, par des gens qui ont un beau sourire, tout ça. Bon, c'est des individus. Là, maudit, c'est un conseil d'administration, c'est le ministère de la Santé, c'est un gouvernement au complet qui ont décidé de donner les clés de la maison à Arthur Porter. Oui, c'est ça. C'est qui ce gars-là? Mais là, c'est Philippe Couillard qui l'a nommé, ce gars-là? Oui. Moi, un de ses chums, un de ses bons amis, je crois, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des explications à donner. Pourquoi tout ça? Maintenant, on raconte qu'il y a une tutelle de prévue ou par un dénommé Michel Bureau, encore un médecin du ministère de la Santé, un médecin qui était dans le dossier électronique de la santé, si je ne m'abuse. Pas sûr. Pas sûr que le dossier de la santé du Québec est un succès flagrant en termes de gestion non plus. Donc, est-ce qu'il nous reste des gestionnaires vraiment au Québec là, pour gérer quelque chose qui représente 45-50 du budget des dépenses du Québec? Monsieur Bernier, Philippe Couillard, il y a eu tout le cafouillage et les dépassements de coûts de l'informatisation du système de la santé qui était sous sa direction et ça a été épouvantable comme dépassement de coûts. Et là, on apprend que, l'histoire du CUSUM, ça regarde mal pour sa course au leadership au Parti libéral, non? C'est une tuile majeure. Rappelez-vous qu'on en a déjà parlé, Richard, en ondes, vous et moi. Oui. Et c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais là, c'est une tuile majeure parce que tout ça sort dans les médias, big time. Donc, il va devoir s'expliquer. Mais même s'il s'explique, ça va laisser, si vous voulez, un goût amer chez l'électorat, c'est certain. Ceci étant dit, effectivement, le système de la santé, on a un problème de gestion sérieux.
On a un problème de révision des procédures, des façons de faire dans son administration proprement dite. Et le corps médical domine, pour ainsi dire, l'industrie de la santé, mais en termes de gestion, ils ne sont pas considérés, si vous voulez, comme les gens qui sont en mesure de réaliser une gestion très efficace. Juste une anecdote. Juste une anecdote que j'ai voulu partager avec vous. Dans le cours de la commission Castonguay, vous vous souvenez, le comité qui avait été formé par M. Castonguay, un comité là, tripartite, si on veut. Il y avait Mario Dumont m'avait désigné pour participer à ça, puis Michel Venn avait été désigné par le Parti québécois. Toujours est-il qu'à un moment donné, on fait venir un économiste de la santé, imaginez-vous donc que ça existe, et puis il nous raconte un peu comment voir le système de santé à travers le filtre de l'économie de la santé. Et la première chose qu'il nous raconte, c'est qu'à l'Université de Montréal, il voulait faire un programme là-dessus, mais comme il n'y avait pas d'ouverture en termes de marché du travail au Québec pour les économistes de la santé, il n'a pas été capable de former un programme pour ça. Imaginez-vous. Alors, on n'a pas d'économistes de la santé au Québec. Ce sont justement des médecins qui gèrent tout ça. À rajouter, par-dessus ça, un paquet de bureaucrates et puis des contraintes vraiment administratives, des contraintes de budget, parce qu'on a un monopole public qui finance, on a un État payeur unique. Imaginez-vous que, regarde, ça ne peut pas marcher, là. Bien, tout à fait. Ça, on s'en va directement. Là, il me semble que la voie est toute tracée là, vers un impasse, un trou financier comme ça. Et moi, je pose la question à la maison parce que vous êtes contribuable, vous êtes payeur de taxes. Il y a des gens qui prennent votre argent puis qui la donnent à n'importe qui passe, puis qui ne surveille pas la façon dont on l'utilise. Il y a des gens qui dorment au gaz. Est-ce que ça vous choque? Appelez-nous. On va vous attendre tout de suite, vous entendre tout de suite après la pause. Alors, le CUSUM, déficit de 115 millions de dollars. Comment on a pu creuser un tel trou sans que personne ne le voie? On attend vos appels. On a Paul au bout du fil. Paul, êtes-vous en joie le vert? Oui, monsieur Martineau, je suis en joie le vert. Regardez, là, les heures là, supplémentaires, oui. Ça ressemble étrangement aux extras dans la construction. Oui. Ça ne prouve, ils ne pourront jamais prouver que des heures ont vraiment été faites. Des extras dans la construction, ils ne pourront jamais prouver que des extras pour la taille contaminée, que ce soit quoi que ce soit. Ce que vous dites, c'est que peut-être que... Maintenant, je crois que le gouvernement est le premier responsable. Lorsque tu confies de l'argent à ces gens-là, qui sont des gens très instruits, des gens qui connaissent, qui savent comment faire de la magouille, parce qu'ils sont très instruits, ils connaissent tout. Comment voulez-vous, pourquoi que le gouvernement confie à ces gens-là un mandat en blanc pour administrer de l'argent? Exactement. Merci beaucoup, Paul. Je vais poser la question à Robert Bernier. Monsieur Bernier, je comprends là, qu'il y a un conseil d'administration, mais à un moment donné, on peut pas, le gouvernement ne peut pas se laver les mains en disant il y a un conseil d'administration, eux autres vont surveiller comment on utilise l'argent public. Nous autres, on peut maintenant s'occuper d'autre chose. Je veux dire, le gouvernement, il faut qu'il se mette son œil là-dedans aussi, là. Écoutez, on en a déjà parlé beaucoup. Il y a une grande déconnexion entre le sommet stratégique et le middle management dans nos administrations publiques. Encore une fois, c'est le reflet d'une situation qui est inacceptable, mais il va falloir, si vous voulez, avoir des équipes de projet qui vont entrer effectivement dans ces projets-là. On appelle ça des équipes ad hoc. Des équipes de projet qui vont gérer ça, si vous voulez, sur une base très concurrentielle. Mais Robert Bernier, là, pour ceux qui ne connaissent pas là, la façon dont ça fonctionne, un CA, ces gens-là se rencontrent. Ils sont pas là rien que pour manger des petits sandwichs pas de croûte, là, puis avoir du fun, puis se donner des tapes dans le dos. Il y avait des gens importants qui siégeaient là-dessus. Robert Rabinovitch, l'ancien grand patron de Radio-Canada, oui. Il faisait quoi? Il ne demandait pas de chiffres, il ne demandait pas de trucs vérifiés, certifiés, autorisés, signés. Traditionnellement, l'administration de la santé anglophone au Québec n'a jamais fait l'objet d'aucun questionnement. Ça a toujours fonctionné. Puis, il y a quelques années, là, les anglophones, à Montréal même, se vantaient et ils nous disaient devant nous, « Regardez, look what we're doing with our hospital, it's going well, you're doing nothing. » Ils disaient ça à l'époque, ils se vantaient. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. C'est une question de contrôle. Ces contrôles-là n'étaient pas là. Le CA faisait, si vous voulez, confiance au Dr Porter.
le Dr Porter dirigeait le spectacle et effectivement avec les conséquences qu'on connaît. Oui. Donc, et Joanne, c'est vrai qu'au tout début, je me souviens, il y avait même des éditoriaux dans les journaux en disant « Regardez comment ça se passe bien du côté anglais. Le CHUM, c'est une honte, c'est épouvantable, il y a des retards. Mais les anglophones, eux autres, ils l'ont l'affaire, ça roule, puis tout ça. Puis là, on regarde ça, on dit ça roulait tout croche. » C'est vraiment dommage, oui. On dirait que comme... ça nous fait penser un peu aussi à l'îlot voyageur. Hein? On dirait qu'il y a des trips immobiliers, à un moment donné, qui s'articulent là, autour des grandes institutions publiques, que ce soit des universités ou des hôpitaux publics. Et puis, parce que tu as la portion qui est due vraiment au trip immobilier qui a échoué de façon dramatique, mais tu as aussi tout l'effet des déficits structurels des hôpitaux. On vit quand même dans une culture où de temps à autre, nos gouvernements arrivent, ils font croire, ils nous font croire, dans le fond, qu'ils demandent aux hôpitaux d'avoir des déficits zéro, ou ils autorisent un certain déficit, mais à tous les 10 ans ou quelques, on arrive et puis on efface les déficits. Donc, il n'y a pas un incitatif non plus à rentrer dans son budget et peut-être même que c'est impossible. Parce qu'à un moment donné, là, il va falloir réaliser une chose. Là. La population vieillit, il est vrai, si la technologie en santé évolue, ça va coûter plus cher. La portion des dépenses qui est attribuée dans notre économie à la santé va augmenter. Et à côté de ça, on a un État payeur unique qui contraint les dépenses. Donc, ça ne balance pas. C'est sûr que ça ne balance pas. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un malade qui arrive à l'hôpital? Vous le traitez. Fait qu'il y a deux aspects là-dedans. Là. Il faut réfléchir aussi au financement vraiment de notre système de santé par-dessus tout ça. On a Christian au bout du fil. Christian, on vous écoute. Oui, ben moi, félicitations pour votre émission, puis félicitations à Joanne aussi, puis M. Bernier. Vous faites de l'excellent boulot. Vous êtes plus réveillés que notre beau gouvernement. Sauf que notre beau gouvernement, là, où est M. Charest? Il s'est payé une belle retraite avec tout le conflit étudiant, puis tout ce qu'il a fait durant la dernière année. Moi, là, je me demande si cet argent-là s'est vraiment rendu au CHUM. Je pense qu'à la rentrée d'une main, par partie de l'autre, elle s'est en allée, puis elle s'est splittée au travers de nos beaux ministres qui sont aujourd'hui, qui sont plus ministres. Et on voudrait, justement, les entendre. Moi, j'ai hâte, au cours des prochains jours, Christian, d'entendre Philippe Couillard. Merci beaucoup, Christian. Jean, rapidement, Jean, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Oui, bonjour. Bonjour. C'est sûr que c'est vraiment insultant de voir ça, là. Mais en quelque part, c'est un peu normal, parce qu'il n'y a personne qui est imputable de rien. Vous me mettez là, je vous vole, c'est parfait, donnez-moi ma prime de départ, puis salut, mettez-en nous, vous voler aussi. Personne n'est responsable de rien. Personne n'est responsable de rien. Il va falloir se fâcher aussi à un moment donné, Joanne. Il va falloir à un moment donné dire on est écœuré que vous preniez notre argent, que vous dépensiez cet argent-là n'importe comment, puis après ça, vous autres, vous partez, certains aux îles Mouk, d'autres en retraite, puis tout ça, puis après ça, c'est d'autres personnes qui vont recommencer ce même maudit manège-là. On s'en va tout de suite à la pause, on revient sur le CUSUM.